Je te remercie d'oublier tous les amis de l'association. J'ai déjà eu le plaisir de vous voir et de vous connaître en action à Bruxelles et j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous faites et votre travail. Comme Doubi disait, je pars de Milan, mais le fait de savoir que j'ai mon amie Magda, la présidente des Juifs du Caire et d'Égypte, qui est connectée, me permet de dire que euh, ce qu'elle est en train de faire pour, au nom de tous nous autres, de préserver le patrimoine et l'histoire des Juifs d'Égypte, Égypte est extraordinaire et elle le fait dans les lieux et au Caire. Moi, ma petite contribution a été celle de publier ce livre qui, en réalité, c'est un petit bébé parce qu'il pèse 2 kg 4 et 5, 2 kg et demi pratiquement. Et comme vous voyez déjà dans l'ouvrage, la première page, on voit une photo qui a été prise à Alexandrie. C'est une photo dans laquelle on voit des gens qui nous regardent. Et l'idée, c'était, comme vous d'où bien dit, je suis de formation historien, mais je m'occupe de communication, de faire de façon que de donner l'impression que c'est une communauté vivante, qui est encore vivante, qui nous interroge et qui était formée par des personnes. Et cela, pour moi, est très important parce qu'en ce moment, pas beaucoup d'Égyptiens ont la possibilité de rencontrer des Juifs. Alors, un livre qui rend ce judaïsme, ce patrimoine d'une façon très forte et directe, pour moi, a été très important. En réalité, c'est un ouvrage qui se concentre sur l'âge d'or du judaïsme égyptien, disons, un arc de temps qui va de l'ouverture du canal de Suez jusqu'en 1956. Dans cet essai, il y a deux chapitres. Le premier qui est dédié à la contribution des Juifs dans tous les domaines dans tous les domaines de la société égyptienne et de l'État. Et une deuxième partie qui examine les spécificités en termes de rites, costumes, traditions, cultes, les rabbins, les synagogues, tous les rabbins, tous les profils de tous les rabbins et des synagogues, pour démontrer quelles sont les spécificités même d'un point de vue plus juif et religieux et traditionnel. Dans la dernière slide, ce soir, c'est une présentation très par image, sauf dans la dernière slide, je vais faire un résumé de celles qui sont les différences de la communauté juive égyptienne par rapport à celles d'autres pays, des pays arabes, parce qu'on a tendance un peu à les mettre tous dans un même chapitre, et comme on l'a vu même dans notre colloque de Paris, il y a une belle différence. Et la première image que je voulais vous présenter, est-ce qu'on voit bien Erika Doubi? C'est bien, tout le monde Oui, voit ce bien. que tu peux faire, tu peux le mettre, tu peux mettre ton PowerPoint en mode présentation. C'est le OK. bouton en bas, tout en Comme bas, ça. tu as Present. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on voit l'image encore mieux. OK. C'est mieux pour nos autres participants. Absolument, absolument, absolument. Et voilà, ça c'est une des premières photos du canal de Suez. Nous sommes en 1869 et c'est un fait révolutionnaire d'envergure mondiale parce que au lieu de faire le tour d'Afrique et de passer ces 9000 milles navals, vous pouvez passer un canal qui met en connexion l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et cela fait de fait que l'Égypte devient la nouvelle Amérique. C'est là que transitent tous les commerces et les affaires, et grâce à cette nouvelle condition, des dizaines de milliers d'Européens viennent faire fortune. En ce même moment, il y a des pogroms en Europe. Dans la partie ouest de l'Europe, il y a beaucoup les mouvements de risorgimento, de création des nations. Il y a une guerre entre la France et l'Allemagne. En Amérique, il y a la guerre civile. C'est-à-dire, juste en contemporané de ce moment, l'Égypte devient un pays très intéressant. Et c'est là que beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes d'origine juive, perçoivent l'idée de pouvoir bâtir leur futur en Égypte. Et c'est là qu'on a des Juifs qui arrivent d'Italie, des îles grecques, de la Russie, même de la Palestine, là où il y a eu des émeutes anti-juives. Il faut tout de suite préciser qu'il
il y a une présence juive dès du temps des pyramides, mais si à l'époque du canal, il y avait quelques milliers, disons 20 000 juifs, la communauté juive arrivera à avoir jusqu'à 80 000 ou 100 000 membres. La différence qui est un peu importante entre ces deux numéros est donnée d'une différence entre les juifs qui sont inscrits aux communautés qui sont un numéro majeur et les juifs qui se déclarent en tant que juifs dans les census nationaux. Parmi ces juifs, il y a, ça c'est la seule parenthèse personnelle que je montre. À gauche, c'est mon père, sa sœur et sa mère. C'est ma famille, une famille d'origine ashkénaze du côté de mon père. Et juste hier, un ami du Caire, Sami, m'a envoyé des certificats originaux de la communauté ashkénaze du Caire à témoignage d'une des particularités du judaïsme égyptien. C'est le seul judaïsme dans les pays arabes qui a une communauté juive tellement nombreuse, de 6 à 8 000 personnes, et des structures propres. Par exemple, ici, c'est une photo récente de la synagogue ashkénaze du Caire. Et comme Magda peut vous témoigner, c'est une synagogue, disons, en bon état et qui a des plaques en yiddish. Et c'est une chose vraiment extraordinaire si on pense au melting pot qu'il y avait dans ces communautés et dans l'Égypte cosmopolite que mes parents, ma famille ont connu, et la situation actuelle qui nous fait penser à une Égypte totalement ou arabe, musulman et disons monolithique. Euh, Après ça, on voit ça, c'est une photo des années 30. C'est intéressant parce que vous voyez la photo, c'est une photo d'une pharmacie, Bet Merkahat Lapin, il y a écrit en caractère hébreu. Comme vous voyez, il y a d'autres pancartes avec des écritures dans d'autres langues, en arabe, en caractère latin. Et ça vous donne une idée de ce qui était ce monde euh, très intéressant, très diversifié. Quelques données générales, de 95% des Juifs vivaient au Caire et à Alexandrie, de grandes communautés, avec une douzaine d'autres communautés un peu plus petites, toutes caractérisées par une vie juive régulière. Et dans ce livre, chaque communauté est décrite avec ses associations, ses protagonistes, etc. Euh, c'est bien, c'est vrai que tous les Juifs qui sont arrivés n'étaient pas tous riches, mais ils apportèrent de la richesse, et même les Juifs qui étaient plus en difficulté, ceux qui vivaient dans les quartiers juifs, les Haret el-Yaoud, ce n'étaient pas des ghettos, mais c'était des quartiers dans lesquels depuis toujours les Juifs habitaient, des Juifs qui étaient, disons, de modestes conditions, mais qui, avec la croissance de la communauté juive, ont changé de statut social et, disons, sont passés d'un marché ambulant par exemple, avoir des petits magasins, et puis comme on verra, il y avait même des grands magasins. Euh, c'est une autre différence majeure du judaïsme égyptien par rapport à d'autres pays arabes, euh, parce que c'est une communauté qui a eu une forte croissance économique, un statut juridique différent, une perception et un rôle différent dans les événements du pays. La présence juive était importante et reconnue. Ça, c'est important, qui était reconnu par l'État. Et comme on verra même plus en avant, à tous les événements nationaux d'importance, de première importance, il y avait toujours une participation des Juifs. La force de cette communauté est démontrée même par la quantité et qualité et importance de ces bâtiments. Voilà une photo de l'hôpital israélite d'Alexandrie, et un hôpital qui était très important dans la vie du pays. En particulier, on m'a raconté qu'il était spécialisé pour les maladies des yeux, qui étaient plutôt diffusées en Égypte. Mais comme vous pouvez comprendre, ça, c'est l'hôpital d'une communauté très importante et un hôpital qui était un service pour toute la communauté égyptienne, évidemment pas seulement pour les Juifs. Euh, je vais vous montrer maintenant une série de photos qui vous donne un aperçu de l'organisation de la communauté juive qui répondait à tous les besoins de la communauté. Ça, c'est une photo des intérieurs de la communauté juive d'Alexandrie.
Et comme vous voyez, ça c'est une photo des années 60, une photo des orphelinats. Euh, Ici, c'est une photo qui montre un dîner qui est offert par la communauté juive à ses employés musulmans pour la fin du Ramadan. À la fin, ici, c'est une photo d'une célébration de la communauté d'Alexandrie en 1937. Ça vous donne une idée des atmosphères, des vêtements, mais on peut dire même de la richesse. C'était une communauté bourgeoise euh, qui, comme vous pouvez imaginer, était très bien fréquentée avec une série d'activités très, très fortes. Cette diapositive me permet d'introduire, on a vu certaines images de la communauté, cette diapositive me permet d'introduire le discours du rapport de la communauté avec la société égyptienne. Ici, nous sommes au début du siècle, je crois en 1909, et on voit c'est une manifestation nationaliste. Le motto, la parole d'ordre de ces manifestations, c'était l'Égypte aux Égyptiens. Et il faut se rappeler que l'Égypte était sous le protectorat anglais. Et si les Anglais avaient une prédominance, disons, d'un point de vue gouvernemental, c'était surtout les Français qui avaient une influence sur la société, les idées, les mouvements. Euh, et le français avait substitué l'italien comme langue courante, par exemple, dans comme langage dans l'administration, dans les postes, dans les bureaux de téléphone. Alors, cela pour dire qu'il y a eu des fortes influences des pays européens, mais à un certain point, comme dans différents autres pays, et en même temps par rapport au mouvement de renaissance nationale qu'il y avait eu en Europe, même en Égypte, il y a un mouvement qui commence à dire l'Égypte aux Égyptiens. Et ce qui est intéressant, comme vous voyez, il y a deux étendards dans lesquels on voit, en particulier le premier que vous voyez ici devant. Vous voyez, il y a les images, les représentations, les symboles des trois religions, le croissant, la croix et les trois étoiles de David. Euh, Ici, c'est l'image d'un journal satirique d'un monsieur qui s'appelle Abu Naddara, fils des lunettes. Ça voudrait dire, si on le traduit. C'est un personnage très intéressant de la communauté juive parce que c'est un des auteurs, des penseurs, des inspirateurs du mouvement national égyptien. Ici, on voit un journal satirique qui est toujours contre les Anglais. Grosso modo, le but, c'est d'attaquer les Anglais. Ce qui est intéressant de ce personnage, Abu Naddar Hassanois, c'est il est, d'un autre point de vue, c'est la personne qui a plus fait connaître toute une série de littératures étrangères, en particulier la française. Par exemple, il a traduit toutes les œuvres de Molière en Égypte. Alors, c'est un nationaliste égyptien, mais c'est une personne qui s'emploie pour que les cultures, il y ait un dialogue entre les différentes cultures. Et évidemment, les positions à l'intérieur de la communauté juive sont très variées. Ça dépend même des années, etc. Parce qu'il y a des juifs, une partie de la communauté qui a les yeux et le cœur qui ne regardent qu'à l'Europe. C'est là qu'on pense qu'en Europe, il y a les idées de progrès, il y a la richesse, et disons, l'idée que l'Égypte soit sous influence européenne, ça c'était le point de ceux qui pensaient de cette façon. Il y a d'autres qui pensaient, qui avaient des situations, une pensée, disons, à mi-chemin, et il y avait des nationalistes. Puis, mais ça on le verra dans les années surtout successives, il y avait des componentes communistes. Beaucoup de juifs ont fait partie des partis communistes et des différents partis communistes qui se sont développés en Égypte. Euh, il y avait une composante sioniste, mais disons en général, c'était une communauté tellement bien intégrée que grosso modo, on peut dire que le status quo
en général et les bons rapports qu'il y avait de la communauté avec l'État et le roi. Au début, c'était le roi Fouad et puis le roi Farouk, faisait de façon que la communauté se sentait, disons, protégée et en bon rapport. Ici, on voit une photo d'un personnage très important. Il était le président de la communauté du Caire. Disons, c'était un antécédent de Magde. C'est Joseph Kataoui Pacha, le fondateur d'une des plus importantes familles juives égyptiennes. Il va devenir ministre d'État sport, des Finances, et il fut député pour plusieurs années. On peut comprendre de sa devise que c'était un personnage très important. Et, euh, et disons, ce qui est intéressant, c'est que le statut, on dit, j'en ai parlé rapidement avant, le statut juridique qui était euh, celui des lois des capitulations faisait de façon que les juifs de passeport étranger et tous ceux qui avaient des passeports étrangers avaient le privilège d'être sous la protection des consulats étrangers, soit parce qu'ils parlaient et disons, ça, c'est un des facteurs. Et le deuxième, soit parce qu'ils parlaient beaucoup de langues, soit parce qu'ils avaient un niveau d'instruction supérieur, ça les a mis toujours en position favorable de dialogue et de commerce entre l'Égypte et l'Europe. Cela faisait de façon que c'était surtout les Juifs égyptiens qui avaient des représentations des sociétés et des commerces européens en Égypte, et ça les a mis dans une bonne position. Dans ce livre, il y a beaucoup d'informations à ce sujet et qui explique comme bien d'entreprises étaient gérées par des juifs, tant dans les secteurs traditionnels de l'Égypte comme le coton et la canne à sucre, que dans l'organisation, par exemple, des services publics comme les transports, les communications, les recensements, etc. Dans cette photo, on voit une rue commerçante du Caire, le Mouski. Comme vous voyez, nous sommes au début du siècle, il y a un mix d'habits, de mentalité, d'écriture, et on devine même qu'il y a un fort lien, une forte interdépendance entre les personnes, les lieux, les religions, les cultures, les langues. Ça, c'est une photo 40 ans plus tard. Nous sommes dans les années 40. Ça, c'est une photo de la bourse du Caire. L'autre jour, quand je l'ai projeté à Milan, il y a 5 personnes qui me disent, ici, il y a mon grand-père, ici, il y a mon oncle. En réalité, c'est une photo intéressante parce qu'elle décrit euh, dans ce petit cercle qui était monopolisé par les Juifs, la bourse était monopolisée par les Juifs. Et, par exemple, le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, elle était fermée. Euh, Excusez-moi, ok. Et euh, toujours pour vous montrer une autre image d'un monde un peu cosmopolite, ici vous avez le menu d'un restaurant italien, Bologna, à Haret Shalabi. Il est écrit qu'il est à côté de la mission américaine. Alors, comme vous voyez, il y a un mix d'écriture. C'est un restaurant italien avec une écriture en anglais, Le Caire, mais même une écriture en italien, vicino alla missione americana. Et comme vous voyez, c'est un menu vraiment italien et l'influence que toutes les grandes communautés étrangères ont eue, les Grecs, les Suisses, ceux de Malte, les Français, les Anglais, était très évidente dans la société égyptienne. Ici, vous voyez une image du centre du Caire qui a été construit par le même urbaniste de Paris, le baron George Haussmann. L'idée était de créer une ville avec des avenues bordées d'arbres. Ici, nous sommes en 1940 et vous avez une capitale qui compte 2 millions d'habitants. En ce moment, je crois qu'il y a peut-être 10 fois autant. Et tandis que c'était un climat probablement agréable, le Caire est toujours une ville magnifique, mais un peu plus chaotique, un peu plus désordonnée. Aussi dans cette photo, vous voyez les voitures, c'est des voitures qu'on pouvait trouver en Europe, et une écriture pension Righi qui vous donne aussi une idée toujours de ce cosmopolitisme duquel je parlais.
Ici, c'est une image qui raconte le développement de la ville et du Caire. C'est une ville qui s'agrandit. Il y a des nouveaux euh, agglomérats urbains qui se développent. Beaucoup, c'est de la part de Juifs qui achètent des terrains, qui construisent, qui bâtissent des immeubles. Des nouvelles villes comme Héliopolis, était hors du Caire. En ce moment, c'est presque un sous-bourg du Caire, on peut dire un quartier du Caire. Et il faut même organiser des transports pour arriver à ces nouveaux endroits. Ici, on voit une photo de tramway. Ici, là, on a une photo euh, du grand magasin Oros di Bac. C'est deux juifs hongrois. Et c'est un grand magasin. Et ici, on voit l'intérieur du Sicurel, qui est un autre grand magasin. Il y avait grosso modo une quinzaine de chaînes comme Lafayette en Égypte, sauf un cas qui était d'une famille syrienne. Tous les autres étaient des propriétaires juifs. Et dans ces grands magasins, on pouvait trouver tous les produits et les dernières modes sorties en Europe. Les gens même avaient des revues de mode, de culture, qui montraient exactement ce qui s'est passé en Europe, ce qui était à la mode. J'ai des photos de mes parents qui, avec des habits, et ma grand-mère me racontait, qui étaient exactement, on s'habillait avec les mêmes habits qu'il y avait en Europe. Mettre des fois des fourrures au Caire, c'était un peu chaud, mais l'idée c'était de respecter ce qui se passait à Paris ou à Londres. Ici, nous sommes déjà dans les années 60. Ça, c'est une publicité de la Vespa, une voiture italienne, une moto italienne à la Citadelle, à côté d'un monument historique très important du Caire. Et c'est même pour vous dire que, avec cette image, la condition des femmes était, disons, peut-être un peu plus libérale, peut-être plus ouverte de la situation qu'on a en ce moment. Même s'il faut dire, dans ce livre qui est de 449 pages, j'ai voulu rechercher et donner le plus possible de poids aux figures féminines, mais je dois vous avouer que c'était une situation, une société dans laquelle le rôle de la femme était un peu marginal. Ou disons, peu de femmes ont pu s'exprimer dans l'académie ou dans les professions. Mais leur situation d'un point de vue social et d'importance dans la vie, dans la société, etc., était importante, mais pas d'un point de vue des professions. Je fais un flashback, je retourne au début du siècle. Ça, c'est une photo à l'hippodrome. Vous pouvez voir des gens habillés de façon orientale et occidentale. Il y a des gens, des composants de toutes les communautés étrangères. Ça, c'est une première de l'opéra au Caire. L'opéra a été bâti sur le même modèle de la Scala de Milan. Et c'était surtout des compagnies françaises et italiennes qui performaient là-bas, la Comédie Française par exemple, et l'achat des billets plutôt que les vêtements, plutôt que la présence dans un endroit plutôt que dans un autre du théâtre était considéré comme un status symbole important. Une parenthèse sur le cinéma qui est très important. Il y avait beaucoup de cinéma et de haut niveau comme qualité disons de construction des cinémas, mais même des films qui étaient projetés. Euh, Jusqu'aux années 30, tous les films étaient de provenance européenne et américaine. Il y avait même des news qui arrivaient déjà préparées de la part de ces pays, parce que l'idée, c'était même d'orienter d'un point de vue politique l'opinion publique égyptienne en faveur de l'Italie, de la France, de la culture anglaise, etc. En réalité, à un certain point, euh, surtout par initiative d'un juif qui s'appelle Togo Mizrahi, il y a la création d'un cinéma national égyptien en langue arabe. Et tandis qu'avant, c'était des films européens avec des sous-titres en arabe. Et cela, voilà, ça c'est une photo de scène c'est une photo de scène d'une des premières productions de films égyptiens. Ce qui est intéressant, c'est que
disons, les Juifs, on peut dire que les Juifs ont en bonne partie aidé à créer le cinéma égyptien. Les Juifs avaient un rôle dans les films, c'est-à-dire l'image du Juif était, dans mon livre, est examinée à travers toute une série de profils et d'acteurs et d'actrices juifs qui étaient présents, qui ont performé dans ces films, pour montrer comme les Juifs avaient une présence qui était reconnue et le rôle du Juif était celui d'un cousin des musulmans et des coptes. Euh, tout ce qui est la formation par exemple, des metteurs en scène, des directeurs de photographie, etc., c'est surtout la communauté italienne qui l'a fait. Et le cinéma égyptien a beaucoup grandi et il a été toujours reconnu comme le cinéma le plus important, même parce que la langue égyptienne est retenue comme la plus pure, la plus importante, disons, dans le monde arabe. Et cela a permis que le cinéma égyptien soit diffusé dans les autres pays. Encore maintenant, en Israël, sur les chaînes arabes, on montre beaucoup les films égyptiens. Ici, la photo de Laila Mourad, qui est une des actrices juives les plus importantes, mais qui, même une des premières divas. Le fait qu'il y ait un cinéma en langue arabe a permis le développement surtout de musicals, ou disons de films dans lesquels il y a une participation musicale importante. Et Laila Mourad est une juive qui, à l'époque, devient très importante parce qu'elle est actrice et chanteuse. Elle est très reconnue. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour elle des pièces des pièces de théâtre et de cinéma, mais même des chansons. Et disons, elle est intéressante parce que c'est avec elle qu'il y a un des premiers phénomènes vraiment de divisme avec les photographes, les journalistes qui la suivent pour savoir tous ces faits de sa vie privée. Ici, on voit Mishmish Effendi, qui était un personnage créé par les frères Frenkel, alors disons des frères Ashkenaz, qui, euh, à cette époque, il y avait Mickey Mouse, était le personnage, le cartoon diffusé dans tout le monde. Et ils ont l'idée de créer une industrie des cartoons égyptiens. Et ça, c'est un personnage qu'ils créent. Mishmish Effendi, ça veut dire, disons, le grand seigneur de l'abricot. Et c'est un nom, disons, amusant. Il a un tel succès qu'à un certain point, l'armée égyptienne l'emploie comme testimonial pour inviter les jeunes Égyptiens à rentrer dans l'armée. Ici, on a une image d'un tournoi de tennis à l'intérieur du Smuha Sport Club, un club juif. Et ça, c'est une photo assez plutôt intéressante parce que nous sommes en 1953, il y a le Maccabi du Caire qui devient champion national égyptien. Si vous pensez, nous sommes seulement 5 ans après la guerre d'indépendance du 48 et 3 ans avant seulement la guerre du 56. Et il y a un team évidemment juif qui gagne ce tournoi dans une finale très disputée avec l'équipe de l'armée égyptienne. Et ça vous donne l'idée que même dans cette période entre deux guerres, la communauté avait un rôle et même si un peu plus en difficulté, surtout d'un point de vue de l'organisation, de la possibilité d'exprimer ses idées, mais un club comme le Maccabi jouait encore un rôle important. Un des personnages les plus importants est Rav Nahum Effendi, qui était le rabbin chef du Caire. Ici, on le voit aux funérailles du roi Fouad. Euh, la communauté juive et ses présidents, ses dignitaires, ses rabbins étaient invités à tous les moments importants de la vie et de la société égyptienne. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Rav Nahum Effendi était même le chef de l'association pour la diffusion, la protection de la langue arabe. C'est-à-dire, nous avons une figure d'un rabbin qui vient d'Istanbul. Ce rabbin était originaire d'Istanbul, mais il était tellement bien connaisseur de la langue égyptienne et arabe que il a une charge nationale, même en ce qui concerne la langue. Ici, on voit une photo d'un mariage, toujours de la communauté.
Comme vous voyez, à gauche, il y a évidemment même un militaire. Ça, c'est une photo de Purim, une photo de joie que je voulais mettre vers la fin de cette présentation. Ça, c'est une image qui raconte une histoire un peu particulière. À l'intérieur de la communauté juive égyptienne, il y a une communauté, une composante karaïte. Je crois qu'en ce moment, dans le monde, il y a 30 000 juifs karaïtes. C'est une, je ne sais pas si la définir, un courant, disons, un courant juif qui ne croit qu'à l'interprétation littéraire de la Bible et qui exclut les interprétations talmudiques. Euh, les Karaïtes ont toujours vécu dans les quartiers juifs à côté des juifs et surtout quand il y a eu la présence, disons, il y a eu de la propagande antisémite de la part des Allemands en Égypte, même en Égypte, les Karaïtes et les Juifs se sont sentis plus ensemble. Ça, c'est une photo des années 70. Je crois qu'il n'y a plus de Karaïtes. Peut-être Magda pourra mieux vous dire. Ça, c'est une image de la synagogue Shar el-Shamaim au Caire en 1910. Comme vous pouvez voir, c'est une image d'une synagogue imposante et qu'on voit sur la rue. En Italie, par exemple, on a beaucoup de communautés qui ont une histoire de ghetto et souvent les synagogues n'ont pas des façades extérieures aussi importantes. Ça, c'est la photo de la même synagogue maintenant. Il y a des palmes, comme vous voyez, il y a des images de palmes. J'ai offert en mémoire de mes parents un parochet qui, dans le temple qu'on emploie ici à Milan, avec ces mêmes images des palmes qu'on avait en Égypte. Ça, c'est la photo de la synagogue centrale Nebi Daniel d'Alexandrie qui a été renouvelée il y a 3 ans. Il y a eu une belle cérémonie. Et la dernière image est une image un peu triste, mais qui raconte pourquoi ce livre, qui a commencé avec le canal de Suez, s'interrompt en 56. Avec la nationalisation du canal, il y a une situation de nationalisation progressive de l'Égypte. Et ici, vous voyez un poster de propagande dans lequel, à gauche, on voit la justice, le soldat, un travailleur qui sont à gauche. Et à gauche, on montre ceux qui exploitent l'Égypte, les étrangers, les gens sont sur le dos de l'Égypte. Et ce qu'il faut dire au début d'où il a dit, il n'y a jamais eu une loi ou un édicte qui a dit maintenant il y a l'expulsion des Juifs d'Égypte. Il n'y a jamais eu ça, mais progressivement il y a eu toute une série de lois qui ont rendu leur vie impossible et la plupart des Juifs ont décidé de s'en aller. Je conclus avec cette diapositive qui fait un peu une synthèse de certaines particularités du judaïsme égyptien par rapport à ceux d'autres pays. Et comme je vous disais, le premier point, c'est que l'Égypte est un pays phare du monde arabe, avec deux villes très importantes, tandis que dans d'autres pays, d'habitude, il y a seulement la capitale comme ville importante. Ici, c'est important de souligner comme Alexandrie, qui a déjà une tradition millénaire une ville ouverte aux populations et aux religions. Euh, disons, c'était un pays dans lequel il y avait deux villes, deux grandes villes où les Juifs résidaient, dans lequel l'atmosphère était internationale. C'est une communauté qui est mixte en termes d'origine parce que il y a des Juifs des temps des pyramides, mais puis il y a des Juifs qui sont arrivés de l'Espagne, et puis du Yémen, de l'Irak, du Maroc, de la Grèce, de la Turquie et de la Syrie. Avec l'ouverture du canal de Suez, il y a des Juifs qui arrivent d'Europe, de l'Est et de l'Ouest, et l'Égypte va au centre disons, de l'Europe, de l'Asie, et de l'Afrique. Une quatrième particularité, c'est ce régime judiciaire des capitulations qui a aidé la croissance de la communauté et qui lui a donné une possibilité légale et potentielle économique de construire des installations. Dans beaucoup de pays arabes, il y a eu la prohibition de construire des synagogues, mais même, par exemple, des établissements comme des hôpitaux, des associations de protection sociale comme la Goutte de lait, qu'il y avait en Égypte et qu'il y a encore.
Et c'était une association qui aidait les pauvres. Avant, c'était essentiellement les pauvres, des pauvres juifs. Maintenant, cette association, par l'œuvre de Magda et d'autres volontaires en Égypte qui continuent cette œuvre. C'était une communauté riche et même les classes plus pauvres ont changé de statut social. Les Juifs étaient importants dans tous les domaines de la société et dans l'État, et leur rôle était reconnu, que ce soit au cinéma, mais même comme je vous ai montré dans les événements publics et dans les décisions publiques. Les Juifs ont participé au nationalisme, au mouvement du nationalisme égyptien, du moins jusqu'à quand ce mouvement n'a pas été monopolisé par la composante musulmane qui a tendu à être exclusiviste et à éloigner les Coptes et les Juifs. Et enfin, il y avait des fêtes égyptiennes à caractère juif. Par exemple, il y avait le Khalig, c'était, disons, quand il y avait le mouvement de la plaine du Nil, il y avait le représentant des majeures religions parmi les rabbins qui remerciait une cérémonie dans laquelle il remerciait le Nil pour l'abondance qu'il donnait au pays, plutôt que le Sham el-Nessim, qui est une fête populaire, mais qui influençait beaucoup en termes de ce qu'on faisait dans les maisons juives. Et puis il y a, je cite ici le Purim Mitzrayim ou la nuit du premier de Nissan, qui sont des fêtes